la rédaction de La Tribune. On est associé et partenaire et ravi de l'être une nouvelle fois avec toute l'équipe du Parlement des entrepreneurs d'avenir. On essaye d'être des entrepreneurs d'avenir dans la presse, mais il y a autour de moi des entrepreneurs, entrepreneuses d'avenir et des personnalités, vous le verrez, qui sont tout à fait passionnantes, et j'espère que le débat va vous intéresser. On va essayer de vous donner la parole le plus possible, si vous le pouvez, mais si possible plutôt en fin de séance, pour laisser à chacun le temps de parler. Comment les jeunes vont changer le monde? Pardon. Changer le monde. Comment les jeunes vont changer le monde? Changer le monde, quelle drôle d'idée. Il est très bien comme ça, le monde. OSS 117. Le monde, faut-il le changer? Est-ce que c'est aux jeunes de le faire? C'est eux qui vont l'habiter. Donc évidemment, la question me paraît tout à fait légitime. Partons du principe, puisque la question qui nous est posée, c'est comment changer le monde, qu'on ne va pas se poser la question de pourquoi, qu'il est évident que ce monde a besoin de sérieux changements. Reste à savoir lesquels et reste à savoir comment le faire. Pour en parler, je vous propose de vous présenter rapidement les intervenants et ils se représenteront directement eux-mêmes. Olivier Blanc est directeur général de SAM Outillage. Il vous présentera son parcours professionnel. Mathieu Dardaillon est l'initiateur d'une initiative tout à fait remarquable qui s'appelle Ticket for Change. Emmanuelle Duez est une entrepreneuse, une serial entrepreneuse, cofondatrice de l'association Women Up et de The Boson Project. Antoine Dulin, ancien délégué national des scouts et guides de France et membre du CESE. Et enfin, Dominique Lemestre est directrice du mécénat à la Fondation. Alors, ce que je vous propose de faire pour commencer, c'est peut-être de faire un premier tour de table avec chacun d'entre vous pour vous présenter, en commençant peut-être par vous, Olivier Blanc. Donc, vous êtes directeur général de SAM Outillage. Vous êtes dans les outils, mais pas n'importe quels outils. Vous me racontiez tout à l'heure que vous avez recruté récemment pas mal de jeunes ingénieurs qui sont en train de vous étonner. Oui. Comment changer le monde avec ces jeunes? Énormément. Donc, bonjour à vous tous. En fait, je suis autour de cette table parce que lors du salon CIFER, j'ai fait une conférence sur la révolution que pouvait entraîner l'arrivée d'ingénieurs dans une entreprise aussi traditionnelle que pouvait être la mienne, puisque très rapidement, SAM Outillage est une entreprise qui a été créée en 1906. Vous voyez, une entreprise plus que séculaire dans le bassin stéphanois par mon arrière-grand-père. Donc je représente la 4e génération. Il l'a dénommé SAM en 1921 en référence à l'oncle d'Amérique, puisque à cette époque-là, tout ce qui était à connotation américaine était très fortement à la mode. Et donc j'ai effectué tout mon parcours professionnel, puisque ça fait déjà plus de 22 ans. Je ne me sens pas très loin de la génération Y, mais quand même un petit peu au-dessus. Dans cette entreprise où j'y suis depuis 1992. Et en 2011, j'ai eu l'occasion d'en reprendre la direction. Et là, j'ai entrepris deux révolutions. La première a été de sortir cette entreprise de la bourse parce qu'elle n'avait rien à y faire. C'est une entreprise qui réalise à peu près 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui occupe 200 personnes à Saint-Étienne et qui a la particularité quand même d'être le dernier fabricant d'outillage pour les professionnels en France. Je vous invite d'ailleurs à venir visiter notre usine, c'est toujours très très impressionnant. Donc ça a été une première opération extrêmement importante pour se donner beaucoup de futur, mais aussi j'avais fait le constat que mes clés, mes tournevis, mes marteaux avaient plus beaucoup de chance dans cette économie ultra mondialisée d'intéresser notre environnement. Et donc, j'en suis revenu aux fondamentaux de cette entreprise que mon grand-père avait mis en place, qui était l'innovation. Et j'ai, depuis 2011, recruté 8 ingénieurs que j'ai l'habitude d'appeler nos professeurs Nimbus. Et depuis maintenant 5 ans, ils œuvrent pour créer innovation sur innovation. Alors évidemment, vous imaginez qu'en France, on recrute plutôt des trouveurs que des chercheurs, puisque tout ça est quand même prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, on commence vraiment à tirer la quintessence de ces investissements. Et ça, après avoir réalisé plusieurs opérations de croissance externe, nous avons eu la bonne intuition, je dirais, d'investir dans une start-up très impliquée dans les puces RFID. Ce qui nous permet aujourd'hui, pour le coup, à travers ces ingénieurs, de vouloir transformer le monde, enfin en tout cas d'essayer de
de le transformer en étant totalement intégré dans la nouvelle économie qui est en train de se construire autour des outils connectés. Alors très rapidement, pourquoi des outils connectés? Il faut bien imaginer que ça mettra encore un peu de temps pour arriver dans le grand public, c'est encore des technologies qui sont très chères, mais dans le monde de l'aéronautique, c'est extrêmement important pour la sécurité dans la mesure où toute opération de maintenance ou toute opération de fabrication d'avions, d'engins aéronautiques, nécessite qu'on puisse à tout moment détecter où se trouvent les produits extérieurs et qu'on ne puisse pas laisser des corps étrangers dans ces avions. Vous imaginez certainement les conséquences de tout ça. Donc on est, nous, en plein dans cette économie. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de vivre le bouleversement que peuvent apporter ces 8 ingénieurs. Ils seront déjà d'ailleurs rejoints par un 9e dès le début de l'année 2016, tant ils fonctionnent sur des codes extrêmement différents, mais finalement en faisant rapprocher les différentes mentalités de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement fort à vivre dans l'entreprise. Donc, ces ingénieurs, on essaye de leur donner aujourd'hui tous les moyens pour qu'ils puissent s'exprimer, mais on se rend compte surtout, et c'est ça qui est extrêmement important, c'est qu'ils ne réussissent que s'ils ont énormément de projets et s'ils sont totalement introduits dans l'économie collaborative. Il faut en permanence aujourd'hui les mettre en relation avec les ingénieurs d'Airbus, les ingénieurs de Dassault, les ingénieurs de Safran, pour que, quelque part, ils puissent exprimer tout leur potentiel. Par contre, derrière, ils font preuve d'un engagement qui est extrêmement admirable. Voilà. Merci Olivier. Mathieu Dartaillon, donc vous êtes initiateur de Ticket for Change. Donc qu'est-ce que c'est que Ticket for Change et vous voulez changer quoi? Le monde, j'imagine? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous, aux jeunes et aux moins jeunes. Moi, j'ai 26 ans. J'ai décidé de consacrer ma vie professionnelle à essayer de résoudre un problème. Et un problème qui me touche, qui m'indigne, qui est en même temps une formidable opportunité, c'est il y a plein de gens dans notre société qui ont le potentiel de changer le monde, et pourtant ils ne le font pas. Et donc, si juste on activait leur potentiel de changer le monde, ils le feraient, et le monde changerait beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et donc notre métier chez Ticket for Change, c'est d'activer des talents. Donc concrètement, ce qu'on fait, c'est on crée des outils pour 3 choses, pour inspirer les gens, leur dire que c'est possible. En fait, on travaille sur notre thématique, c'est les entrepreneurs du changement. Donc c'est comment est-ce que des personnes sont capables de créer des entreprises, parce qu'on pense que le changement, il passera notamment par la création d'entreprises, ou la transformation des entreprises, d'entreprises qui ont un impact positif sur le monde. Donc qui ont comme mission première de résoudre un problème de société, social et ou environnemental, mais qui utilisent les outils du business pour être pérennes, rentables et changer d'échelle. Donc on est vraiment dans un modèle hybride entre l'entreprise classique et l'association classique, où on essaie d'associer l'efficacité économique à la performance sociale et à l'impact environnemental. Et donc on fait de l'inspiration, on essaie de dire aux gens c'est possible, regardez il y a des pionniers, ça marche. La deuxième chose, c'est on essaie d'aider les gens à identifier leurs talents, leurs passions, leurs moteurs, donc aller voir au fond d'eux-mêmes comment est-ce qu'ils vont être acteurs de changement. Et la troisième, c'est qu'on les aide à faire les premiers pas, à lancer des projets qui répondent à des enjeux de société, donc de manière locale, en prototypant, puis on les aide à voir grand, à rêver grand et à faire donc plus grand en les connectant à des incubateurs, etc., qui vont les accompagner dans la durée. Donc aujourd'hui, nous, on est une start-up sociale, on existe depuis 2 ans, ça s'appelle Ticket for Change, et on a... il y a plus de 20 000 personnes dans 160 pays qui ont suivi notre cours en ligne, notre MOOC, créé avec HEC Paris, qui s'appelle « Devenir entrepreneur du changement ». Chaque année, on organise un tour de France pour une 50aine d'individus, soit des jeunes qui veulent devenir entrepreneurs, soit des salariés d'entreprise qui veulent transformer leur entreprise de l'intérieur. Donc c'est notre tour de France. Et puis on a un programme d'accompagnement des premiers pas, où aujourd'hui on pré-incube 77 projets. Par exemple, pour donner des exemples très rapides, on a Yacine qui crée une application pour aider plus efficacement les SDF dans la rue. On a Sabrina qui essaie d'inventer des tissus, des nouveaux habits respectueux de l'environnement en les faisant pousser grâce à des bactéries. Donc ça diminue l'impact environnemental. Donc on a des gens qui travaillent sur les énergies renouvelables, sur la lutte contre les discriminations. Donc dans toutes les thématiques, comment est-ce qu'on peut résoudre des problèmes de société en créant des modèles, une nouvelle solution durable. Donc c'est
ce programme d'accompagnement des premiers pas. Et enfin, on développe de plus en plus de l'accompagnement d'intrapreneurs et d'innovateurs au sein des entreprises via un dispositif qu'on a créé qui s'appelle Corporate for Change. On travaille une quinzaine d'entreprises, des grandes entreprises, qui veulent se réinventer par l'innovation et l'innovation sociale. Voilà. Merci Mathieu. On va poursuivre le tour de table de présentation avec Emmanuelle Duez, qui, je l'ai dit, est une entrepreneuse. Elle a aussi créé une association qui s'appelle Women Up. C'est une entrepreneuse engagée et son cabinet The Boson Project est un cabinet de conseil qui travaille notamment sur les nouvelles générations. Emmanuelle, changer le monde. Vaste programme. Bonjour à tous. Je suis un peu enrhumée, désolée. Moi, je pense que j'essaye d'être, avec beaucoup d'humilité, ce que mon voisin Mathieu a appelé les entrepreneurs du changement. J'ai créé plusieurs trucs, l'objectif étant d'utiliser la jeune génération comme levier de transformation de la société. D'abord, Women Up, où l'objectif, c'est de mobiliser les hommes et les femmes sur les sujets de diversité hommes-femmes en entreprise, parce qu'on est convaincu que cette jeune génération, qu'on appelle la génération Y, demain la génération Z, qui se recoupe sous le vocable génération millennials, génération du millénaire, prochaine grande génération et première génération mondialisée, ce sont des hommes et des femmes qui ont une façon de voir les sujets de diversité hommes-femmes un peu différents, et puis de manière générale, qui voient l'entreprise, la société, le sens de manière un peu différente. Le but du jeu avec Women Up, c'est de mettre au cœur des débats des jeunes hommes et des jeunes femmes qui disent finalement les sujets de diversité homme-femme, c'est plus un sujet de bonne femme, ça devient une thématique qui vise à travailler différemment dans l'entreprise, et nous on y aspire, qu'on soit un Mathieu ou une Emmanuelle. Ça c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette, The Boson Project, c'est une entreprise que je qualifierais de militante. L'objectif est d'impacter la société dans laquelle on vit en prenant nos responsabilités. Alors on commence par l'entreprise en faisant quelque chose qui est très complémentaire à ce que Mathieu vient de raconter. Nous, on essaye de sensibiliser les cadres dirigeants au fait que cette jeune génération qui aujourd'hui a du mal à rentrer dans le moule de l'entreprise traditionnelle, aujourd'hui on constate des turnovers en hausse sur la population des jeunes cadres, et ce au niveau international, des phénomènes de désengagement sur la population non cadre de cette jeune génération. Donc une jeunesse qui a du mal à rentrer dans les codes, les normes, les statuts et peut-être le non-sens que peuvent revêtir certaines entreprises. Et nous, on leur dit, derrière cette difficulté d'intégration, ce n'est pas une bande de jeunes qui fait des siennes, un peu pourri gâtés, etc., etc. C'est en réalité un des symptômes du fait que l'entreprise doit bouger. Et ce symptôme, il contamine l'entreprise, mais il contamine évidemment la société. Moi, je suis intimement convaincue que les sujets et le contexte dans lequel on est aujourd'hui, avec une jeunesse qui interpelle sur bien des aspects, c'est une jeunesse qui finalement est issue de la crise de sens que nous sommes tous en train de vivre. Crise de sens dont nous sommes issus, c'est la raison pour laquelle on appelle cette génération la génération Y, pour le why de pourquoi, qui essaye de trouver du sens dans l'entreprise, du sens dans la société, du sens dans la politique, du sens à l'école. Et je pense qu'elle est peut-être porteuse, si on accepte de mettre des lunettes roses, de pistes de transformation pour les entreprises et la société au sens large. Et ma troisième casquette, vous allez voir qu'il y a un fil rouge entre les trois, est une casquette militaire, puisque je travaille depuis 2 ans avec la Marine nationale, en tant qu'officier de réserve dans un corps de lobbyistes, pour essayer de créer des ponts entre le monde de la mer et des marins, qui est composé de 40 000 hommes avec 27 ans de moyenne d'âge, hein, donc on est pile poil dans le sujet, et puis la société civile, et essayer de montrer d'autres facettes de l'engagement, et d'apporter un peu de sens des deux côtés. Donc voilà. Et Emmanuelle n'a pas dit qu'elle est réserviste de la marine. Si, je viens de le dire. Mais, donc toi, tu n'as pas pardon. écouté. Mais c'est pas grave. Excuse-moi, Emmanuel. Antoine, alors vous êtes ancien délégué national des scouts et guides de France. Est-ce que les louveteaux peuvent changer le monde? Bah oui, c'est... Donc moi, je vais faire aussi, comme Emmanuel, je vais avoir 3 casquettes et je vais faire vite. Donc la première, c'est celle d'anciens membres de la direction générale des scouts et d'un mouvement de scoutisme. Sans doute beaucoup dans la salle, ou peut-être certains dans la salle, sont passés par ce mouvement-là qui, depuis 100 ans, essaye de donner à des jeunes des responsabilités avec un seul esprit, c'est d'essayer de laisser ce monde un peu meilleur et donc de permettre à des jeunes de devenir des acteurs du changement.
dès 8 ans, dès 6 ans même. Donc même dès 6 ans ou dès 8 ans, on peut commencer à prendre des responsabilités et avoir confiance les uns par rapport aux autres. Et que je pense que cette école de la vie qu'est le scoutisme, qui a une image très traditionnelle dans la société française, est porteur de beaucoup d'espérance et d'espoir pour nos générations et les générations à venir. Pour information, c'est assez rigolo de voir que, notamment depuis 10-15 ans, le scoutisme est en forte croissance et qu'on a plus de 3000 ou 4000 adhérents par an en plus chaque année. Donc, ce qui fait qu'on a à peu près entre 150 000 et 200 000 scouts aujourd'hui en France, ce qui est encore très petit parce que dans d'autres pays, plus de 10% d'une génération y passe. Mais ça nous permet d'être le premier mouvement de jeunesse et d'éducation populaire en France et surtout le premier mouvement d'éducation populaire et de jeunesse au monde, puisqu'il y a près de 40 millions de jeunes scouts et guides dans le monde. Voilà. La deuxième casquette, c'est d'être entrepreneur de changement dans une institution qui est largement décriée, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Alors je ne vais pas en faire la critique ce matin, parce que vous lisez ça dans la presse, etc. Le seul intérêt que j'y vois, c'est que depuis 5 ans, donc moi je suis arrivé, j'avais 25 ans, et elle y a intégré quelques représentants des organisations du monde de la jeunesse, voilà, des organisations de jeunesse et du monde étudiant. Et en fait, j'ai découvert une assemblée vieillissante avec plein de tout ce qui fait l'immobilisme de la société française entre les organisations patronales, syndicales, etc. Et je m'essaie depuis 5 ans d'y faire bouger les choses. J'y arrive, c'est pas facile, mais en tout cas, j'essaye là-dedans que les gens et les personnes qui représentent ces organisations puissent avoir un autre regard sur la jeunesse. Et puis ma troisième image, c'est que je suis un militant altermondialiste. Je crois sincèrement à un autre monde, et ça depuis l'âge de 16 ans. Quand j'avais 16 ans, j'ai milité à Attac sur la taxe Tobin, et tout le monde, y compris mes parents, disaient « mais c'est de la bêtise, Antoine, qu'est-ce que tu vas faire ça ?» etc. Je suis content que 10 ans après, nos gouvernants disent que c'est peut-être intéressant d'aujourd'hui taxer la spéculation financière. Et j'ai également mené toute une action autour des biens mal acquis des dictateurs africains dans la première ONG française qui s'appelle le CCFD Terre Solidaire, autour de toute la dimension de la corruption et de l'évasion fiscale, à la fois des entreprises, mais aussi des élites du Nord et du Sud. Et je vous assure qu'à 23 ans, faire ça, ça m'a donné des ailes et la croyance qu'on pouvait effectivement changer le monde. Voilà, parce que j'ai même été mis en examen, poursuivi en diffamation par le président de la République de Guinée équatoriale, donc pas n'importe qui. Voilà, deux procès qui ont duré 2 fois 10 heures, etc., mais qui ont montré que d'une part, on avait raison, et d'autre part, qu'on pouvait compter sur nous pour changer le monde. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on peut être scout et alternatif. Ce n'est pas incompatible. On va terminer le tour de table avec Dominique Lemestre, qui est directrice du mécénat à la Fondation de France. Donc la Fondation de France, je pense que tout le monde la connaît, mais peut-être tout le monde ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Et elle agit pour changer le monde. Oui, elle s'efforce d'agir pour changer le monde. Alors la Fondation de France, c'est un endroit où on essaye d'organiser la solidarité entre des gens qui ont des moyens et des gens qui en ont besoin. Ça, en gros, autour de 3 grandes familles de projets. L'aide aux gens qui sont vulnérables pour un moment dans leur vie ou de manière durable. Tout ce qui est le développement de la connaissance, c'est-à-dire l'exploration vers l'avenir des solutions qui permettront de changer le monde. Et puis, évidemment, toute la question environnementale, inutile de dire à quel point c'est important aujourd'hui. Alors, dans cet endroit qui concrètement permet à des personnes et des entreprises de venir faire des projets de type philanthropique, qui s'intéressent. Donc, on voit bien que c'est des gens qui ont envie de changer le monde à travers des prismes très différents. Il y en a dans le domaine de la culture, d'autres dans le domaine social, d'autres dans le domaine de la recherche, d'autres dans le domaine de l'éducation. Enfin, voilà, on s'intéresse à tout ce qu'on appelle l'intérêt général. Alors, cette solidarité, elle s'exerce en particulier et beaucoup
entre les anciennes et les jeunes générations. Puisque les gens qui ont des moyens sont souvent des gens qui ont construit leur vie, qui ont gagné leur vie et qui, pas forcément arrivant à la fin de leur existence, parce qu'on voit des mécènes de plus en plus jeunes, mais enfin quand même des gens qui en général sont bien installés dans l'existence et qui, au fond, ont un sentiment de responsabilité vis-à-vis de ce monde et décident donc d'intervenir largement avec des moyens financiers, mais aussi parfois avec du mécénat de compétences, et souvent les deux mêlés. Et les jeunes sont une cause d'inspiration pour tous ces mécènes très forte. C'est-à-dire qu'on verse, dans les prix bourses et subventions qu'on verse, on en verse 3 500 par an en direction de la jeunesse. Et sur ces 3 500, il y a 2 500 bourses et prix. Des bourses pour faire des études, des bourses pour réaliser ses projets, des bourses. Et tout le mouvement que j'entends ici est tout à fait au centre de préoccupation d'un certain nombre de mécènes chez nous. Tout cet engagement hybride entre l'entreprise, mais l'entreprise qui doit être, qui se tourne vers la construction d'un monde meilleur et pas simplement vers le fait de donner de l'argent, de donner du travail à des gens, ou ce qui est important, ou de fabriquer des produits, ce qui est important aussi, mais de le faire dans une perspective solidaire est quelque chose qui monte et sur lequel on a un regard assez attentif, parce que ça nous semble effectivement être un levier de transformation important. Merci beaucoup. Donc chacun a pu se présenter. Je voudrais maintenant organiser le débat autour de quatre thèmes, 4 mots. Le premier, c'est la violence. Est-ce qu'on doit changer? Est-ce qu'on peut? Est-ce que la violence est un moyen de changer le monde? On voit bien, avec les récents événements qui ont lieu à Paris, que dans un monde très troublé, la violence parfois apparaît comme la solution. Évidemment, ça ne l'est pas, de mon point de vue, mais comment est-ce qu'on peut? On sait que la jeunesse, souvent, est violente. Deuxième thème que je voudrais aborder, on vient un peu d'en parler, c'est la politique. Les jeunes ne croient plus en la politique, ils ne votent presque plus. Comment les réimpliquer dans la politique? Comment leur donner plus la parole? Le quatrième thème, on l'a déjà beaucoup évoqué. Le troisième thème, pardon, on l'a déjà beaucoup évoqué, c'est l'entreprise. C'est le phénomène générationnel d'aujourd'hui. On voit bien la volonté des jeunes de s'engager dans un projet d'entreprise. Et enfin, et on terminera, et ça pourrait être la conclusion, c'est le mot finalement le plus important, c'est celui de l'engagement. L'engagement, c'est peut-être le bon moyen de changer le monde. Changer le monde peut être une perspective ambitieuse. Peut-être faut-il savoir d'abord se changer soi-même. Alors, pour commencer, ce tour de table sur la violence. Est-ce qu'aujourd'hui, et peut-être on va commencer avec Mathieu, est-ce que la violence aujourd'hui, pardon, ça tombe sur vous, la violence aujourd'hui, elle s'exprime peut-être différemment d'autrefois de la part de la jeunesse? On n'a pas grande manifestation, on n'a pas un mai 68 en France. Est-ce que les jeunes sont, selon vous, finalement un peu atones, ou est-ce que les révoltes se passent ailleurs? Qu'est-ce qui a changé Je crois qu'on est une génération qui va manifester différemment son indignation, ou en tout cas, nous, ce à quoi on essaie de contribuer, et ce qu'on voit, c'est l'envie on s'adresse à des indignés, mais à faire en sorte de canaliser cette indignation dans de la construction positive et pas dans de la violence. Donc, nous, ce qu'on fait à petite échelle avec Ticket for Change, c'est qu'on essaie d'aller chercher l'indignation qu'il y a dans des gens indignés qui veulent changer les choses. Là, il y a une valeur quand même immense. C'est quand même des gens qui ont quelque chose à apporter, qui veulent contribuer. Et c'est de transformer ça en projet concret, positif, inclusif et donc non violent. Et je crois que les événements récents sont donc très violents, montrent, je crois qu'il y a 3 causes à l'origine de ça. C'est des gens un peu lambda à l'origine, hein. C'est des gens un peu lambda qui n'ont pas vu le sens. Donc à qui, en fait, on a dit tu sers à rien. Et donc ils ont trouvé une autre voie où ils ont trouvé du sens. Ils ont manqué de reconnaissance. On leur a pas dit, on leur a dit tu n'es bon à rien. On ne sait pas quoi faire de toi, quoi. Et puis ensuite, ils ont manqué d'espérance. Ils n'ont pas vu ce qu'ils pouvaient devenir. Donc on leur a dit c'est pas possible pour toi. Ils ont été freinés par plein de choses, hein, mais par de l'inégalité des chances. Et puis on n'a pas su voir en eux des pépites. On a vu en eux des
déchets, j'en sais rien, des trucs, on ne savait pas trop quoi faire de ça, quoi. Et du coup, ils ont trouvé du sens, de l'espérance, de la reconnaissance autre part. Et on a vu ce que ça donnait. Et du coup, je crois que c'est notre responsabilité d'inventer une nouvelle société avec des nouvelles espérances collectives, de voir dans chaque personne un talent caché à valoriser et de lutter contre les déterminismes sociaux. Et donc, c'est de transformer la valeur, la richesse qu'est l'indignation, mais de la transformer positivement, pour qu'elle soit non violente. Mais de la transformer en action, pas la laisser stagner comme ça. Emmanuel, ces jeunes Français qu'on tirait sur d'autres jeunes Français, ils font partie de la génération Y. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut changer ça? Alors, moi je pense que, pour ne pas faire de discours trop bisounours, la violence, ça fait partie de l'être humain. De tous les êtres humains, je ne suis pas certaine que ce soit l'apanage de la jeunesse. Et je pense qu'on a tous en nous de la violence. Et je pense qu'on reste des animaux par bien des aspects. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, sur ta question précise, oui, évidemment que ce sont des générations Y, parce qu'ils ont moins de 30 ans et parce qu'ils sont, à travers leurs actes, symptomatiques de ce qui est en train de se passer dans la société. Quand on parle de notre génération, on dit tout et souvent n'importe quoi. On parle de la première génération numérique, on parle de la première génération mondialisée. On oublie de dire qu'il s'agit là aussi de la première génération postmoderne. Le postmodernisme, c'est l'idée qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, que tous les grands modèles économiques, financiers, sociétaux, environnementaux, idéologiques, qui ont consolidé l'élaboration de nos sociétés jusqu'à présent, sont en passe d'être réinventés nécessairement. Elles ont fait le job, hein, ces idéologies, ce capitalisme, ces frontières. Et aujourd'hui, dans un monde qui change à fond la caisse, impacté par ce que Michel Serres appelle la troisième révolution anthropologique majeure de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire le numérique, ces grands modèles sont ébranlés, il va falloir les réinventer. Ce que je vous dis, c'était il y a 10 ans des élucubrations de sociologues, d'économistes, principalement en France et aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est communément admis, c'est la base de la politique américaine. Et Kofi Annan parle de notre génération comme d'une génération d'héritiers sans héritage. C'est ça que nous sommes en train de vivre. Et quand vous l'écoutez parler avec Desmond Tutu, avec Kofi Annan, avec Richard Branson, avec John Kerry, et qu'ils expliquent qu'effectivement, il va falloir réinventer le capitalisme, il va falloir trouver un nouveau modèle énergétique, il va falloir donner un autre sens à la politique, il va falloir disrupter les organisations politiques au niveau international et au niveau national. Je pense que ça donne un éclairage pertinent sur ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, vous avez une génération qui est en quête de sens, et c'est au niveau mondial. Nous, on est en quête de sens cérébral, parce qu'on a la chance d'avoir été formés, d'avoir été aimés. Donc on se dit quel est le sens de notre action, quel est le sens de ma vie, quel est le sens de mon job. Mais vous avez aussi des gens qui n'ont pas eu cette chance d'avoir été formés, d'avoir été canalisés, d'avoir été aimés. Et qui du coup cherchent le sens de leur existence autrement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le sens, je crois qu'il faut le relier à la dimension de valeur. Aujourd'hui, on est en train de vivre une explosion des cadres de valeur, des référentiels. Est-ce que vraiment la démocratie, c'est bien? Franchement, moi, je me pose la question. On a grandi avec cette idée que la démocratie, c'était le modèle politique dominant et c'était le bien. Dans ces périodes de Star Wars, je trouve que le sujet mérite d'être posé. C'est quoi le bon modèle? Où est le bien, où est le mal? Et quand vous êtes une génération qui observe un monde, non pas en déliquescence, mais en mutation profonde, et que ces cadres de valeurs, ces cadres de pensée, les frontières sont en train d'être transformées, tout est possible, et bien vous essayez d'aiguiller cette quête de sens de votre existence d'une manière ou d'une autre, et ça peut trouver des réponses qui sont très différentes. Ça peut trouver des réponses qu'on incarne nous, mais ça peut en trouver d'autres. Et où est le bien et où est le mal? Honnêtement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à me positionner. Et j'ai pas mal réfléchi à la notion d'engagement. Je sais que c'est le dernier point, mais oui, je vais en parler maintenant, parce que c'est lié à la démonstration que je suis en train de faire. Génération Y, première génération postmoderne, qui cherche du sens dans un monde qui ne donne pas ce sens de manière immédiate. Le sens, ça s'inscrit dans un cadre de valeurs.
Aujourd'hui, ces cadres de valeurs sont en train de se transformer, les frontières sont fluctuantes. Et je pense que l'engagement, c'est donner du sens à ces valeurs. Quand on a un cadre de valeurs, on peut essayer de trouver du sens à travers l'engagement. L'engagement, donner du sens à ces valeurs. Encore faut-il en avoir. Et aujourd'hui, je pointerai du doigt l'extraordinaire et énorme responsabilité politique de ce qui nous arrive. Et la politique, ça ne veut pas dire que c'est le gouvernement. On est tous responsables. Hein. On est tous responsables. La politique, elle est faite par les citoyens. Elle est faite par des hommes politiques. Mais elle est surtout faite par nous. L'extraordinaire manque de courage politique. Parce que tout ce qu'on est en train de se dire, en fait, c'était écrit depuis 15 ans. Et si on fait un petit effort de rétrospective, on avait les germes de tout ce qui est en train de se passer. Et le constat est le suivant, nous n'avons pas eu, nous, le courage d'avoir des hommes politiques qui auraient eu le courage de ce qui est en train de se passer pour essayer de prendre des décisions qui auraient dû être prises. Voilà. On a vécu avec une logique court-termiste sur des enjeux de mutation de long terme. Et on est tous responsables. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On s'engage pour faire en sorte que les choses changent. Merci Emmanuel pour ce long développement très, très intéressant. Antoine, bravo. Antoine, je m'adresse donc aux scouts altermondialistes. La violence, elle fait partie du monde. Est-ce qu'elle fait partie de la jeunesse de ce monde ? Est-ce que la jeunesse de ce monde va transformer le monde par la violence ou est-ce qu'il y a d'autres voies ? L'engagement notamment. Moi, je partage tout ce qu'a dit Emmanuel et notamment le fait que c'est pas l'apanage de la jeunesse d'être violent et voilà qu'on a tous une part de violence en nous. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est comment effectivement on arrive à trouver des voies pour exprimer autre chose. Moi, ce qui m'a particulièrement surpris, vous avez fait un parallèle avec mai 68. Moi, j'ai une vraie question. Alors, Emmanuel a été gentil, je pense qu'elle nous a mis nous collectivement. Mais nous collectivement, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, en fait, on n'était pas en capacité de dire il se passe quelque chose et on voit bien, c'est la fin des 30 Glorieux, c'est la fin d'un système incroyable et tout. Et on n'était peut-être pas forcément capable, parce qu'on n'était pas nés, ou alors qu'en tout cas, on était encore à quatre pattes, de pouvoir effectivement faire une révolution. Et une révolution, c'est pas violent en fait. Ou alors ça dépend de comment, pas nécessairement violent. Et ça dépend comment on est capable de la faire. Et que moi, dans les symptômes de ce qui s'est passé, donc d'une part, effectivement, il ne faut pas oublier que ce qui s'est passé il y a 15 jours, c'est effectivement 5, 6 jeunes qui ont tiré sur d'autres jeunes. Voilà. D'autres jeunes qui n'étaient pas violents et qui étaient tout ce qui est représentatif de notre génération, c'est-à-dire la musique, la culture, et boire des coups en terrasse et manger tranquillou en plein mois de novembre, parce qu'il y a le réchauffement climatique. Donc, voilà, dire que la jeunesse est violente parce que certains ont pris les armes, etc. Voilà. Et comme a dit Mathieu, moi je suis absolument pas d'accord là-dessus. Comme a dit Mathieu, et Emmanuel, on a une responsabilité collective de comment on a réussi à créer dans notre pays cet isolement social. Parce que c'est ça, en fait. Comment on a réussi, et l'isolement social, il y a vraiment deux forts mots. C'est-à-dire comment on a réussi à se dire, on isole des gens, des familles, des communautés, voilà, et qu'on a été incapable de mixer, y compris mes parents, voilà, qui ont fait la chance que j'ai une éducation dans des quartiers plutôt favorisés quand j'étais dans des centres-villes, enfin dans des... je ne suis pas parisien, donc dans des villes de centre-ville, etc., mais qui n'ont donc pas choisi, notamment par exemple d'aller dans d'autres collèges ou lycées, de pouvoir être mixés socialement. Et la question sociale, c'est-à-dire, la sociale, c'est l'intégration dans la société, quoi. Et on les a désintégrés. Et il y a 5 ans, 4 ans, il y a eu un film incroyable que je vous invite vraiment à voir, qui s'appelle La désintégration, et qui raconte tout ce phénomène d'exclusion sociale, de violence que ces jeunes, que ces familles ont vécu parce qu'ils sont isolés,
parce qu'on les rejette, parce qu'ils n'ont pas accès à l'emploi. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre eux... alors déjà, l'accès à l'emploi est bien difficile pour tous les jeunes, mais encore plus quand tu viens d'un quartier défavorisé et que tu t'appelles Mohamed, Mourad ou même Sarah, etc. Mais parce que tu viens d'un quartier, eh ben, c'est quand même mal perçu, et qu'on a quand même cette chape de plomb, et ils ont cette chape de plomb sur eux, et que donc, on en est arrivé là à ce qu'ils soient isolés socialement, quoi. Et j'ai travaillé, moi, au CESE sur la dimension de l'accès aux droits sociaux des jeunes, et j'ai notamment fait rencontrer plus de 1000 ou 1500 jeunes qui étaient de ces quartiers, etc. Voilà. Ils subissent une violence institutionnelle que vous n'imaginez pas, voilà, que nous n'avons pas vécue. Que nous n'avons pas vécu parce qu'on est quand même un peu des privilégiés, quoi. Et que le fait d'aller avoir accès aux services publics, le fait de pouvoir ne serait-ce que payer un ticket de métro, le fait de pouvoir accès à un emploi, à la culture, au sport, etc., c'est quand même bien compliqué pour eux. Alors je ne veux pas faire du misérabilisme, etc. là-dessus, mais c'est un constat de société qu'il faut qu'on soit capable de faire ensemble et qu'on se dise, voilà, on a mis des gens, on les a isolés, et ces gens-là, ils n'ont pas de réseau. Voilà. Et l'exemple même, c'est le stage de 3e en entreprise. Première violence institutionnelle. Parce que tout le monde dit, il faut que les jeunes aillent faire des stages. Il faut que les jeunes aillent faire des stages et à découvrir le milieu de l'entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour nous, parce que, je sais pas, alors, Mathieu et Emmanuel, je vous mets dedans, mais bon, je connais un peu Mathieu, voilà, mais on a été la chance de pouvoir le stage en 3e, ben, on l'a fait parce qu'on a demandé à papa, maman, au réseau de papa, maman, de nous mettre aux voisins, etc. Parce qu'on, voilà, effectivement, d'aller voir le kiné, d'aller voir je sais pas quoi et tout. Eux, c'est quoi leur choix? Parce que je vous assure, je les ai vus, voilà, et ils m'en ont témoigné. C'est d'aller voir le kebab du coin. Ils n'ont pas du tout envie d'être le gars qui, enfin, d'être à la tête d'un kebab, mais en fait, ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'il n'y a pas la possibilité pour eux, il n'y a pas de pouvoir accéder aux entreprises et à ce réseau-là, qui fait que, eh ben, dès la 3e, entre guillemets, cet exemple est symptomatique de... Et donc, la machine, elle fait qu'ils n'ont plus de boussole. Et donc, quand on n'a plus de boussole et qu'on n'a plus de repères, eh ben, il suffit qu'il y ait une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine d'illuminés qui, eux, ont bien des repères et sont complètement des malades, transforment ces malades, transforment ces gens isolés socialement en malades et les radicalisent, quoi. Et qu'effectivement, c'est affreux, c'est honteux, il n'y a pas d'excuse voilà, à se donner vis-à-vis d'eux. Ils ont pris les armes, et ils étaient conscients de ce qu'ils allaient faire, etc. Mais en revanche, on a un vrai déficit, et moi je pense que c'est aussi une cause, on a un vrai déficit de transmission. Je suis d'accord avec Emmanuel quand elle a dit qu'il y avait une mutation des valeurs, mais je pense qu'aussi on a eu un déficit énorme de transmission. Et ce qui se passe aujourd'hui sur la question de la COP21 est symptomatique. Comment on est capable d'en arriver là? Mais dans quel monde vous nous laissez, j'ai envie de dire? Voilà. On en est aujourd'hui à se dire qu'en 2050, on va accepter 2 degrés de plus. Voilà. Et tout le monde accepte ça. Comment, alors qu'on sait, en 1972, il y a eu le rapport Mido sur la croissance, sur les limites des ressources naturelles, etc., plusieurs alertes, comment, en 30 ans, on a été capable d'en arriver là, et on n'est même pas sûr que samedi prochain, il y aura un accord. Et donc, effectivement, collectivement, comment on est aujourd'hui capable de faire une révolution pas silencieuse, pacifique, sans utiliser la violence physique pour effectivement changer le monde, quoi. Merci Antoine. Alors, Dominique Lemestre, à la Fondation de France, vous avez mis en place une aide aux victimes, un fonds d'aide aux victimes. Comment est-ce que vous réagissez à tout ce qui vient d'être dit sur cette violence de la société et la violence qu'on vient de vivre dans notre société? Je pense qu'il est évident pour tout le monde que cette violence, elle est le résultat d'un abandon. Elle est le résultat oui, c'est des gens qui sont relégués, abandonnés, isolés. Vous avez prononcé le mot isolé. À la Fondation de France, nous on fait une étude pluriannuelle sur la solitude. C'est effrayant, quoi. Les résultats ne cessent d'augmenter. Les gens, vous avez 10% de la population qui répond à cette enquête très
enfin, je veux dire, sur un très grand échantillon, qui répond à cette enquête qu'ils n'ont aucun contact avec aucun réseau. Je pense que Emmanuel a parlé de se reposer toutes les questions, y compris celle de la démocratie. Je crois vraiment qu'on est dans une époque où chaque individu a conquis son autonomie. Si on replace ça dans le contexte historique, c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire, mais on a eu aussi tous les problèmes qui sont arrivés avec la conquête de cette autonomie. Il ne faut pas la remettre en cause, la conquête de cette autonomie. Elle est très bien. Le problème, c'est qu'on a tous les soucis de l'individualisme qui arrivent avec. La démocratie, c'est chacun peut s'exprimer sur l'état du monde et sur ce qu'il souhaite. Pour moi, le grand défi, c'est comment on reconstruit la collectivité, c'est-à-dire le collectif, et comment on fait qu'on ne soit pas une juxtaposition d'individus. Moi, je suis très frappée par le fait que l'innovation, enfin la transformation du monde aujourd'hui, on la pense beaucoup à travers l'entrepreneuriat et l'entreprise, parce que ce qui me semble, c'est que l'entreprise reste un des grands corps organisés, solides, finalement, et qu'il y en a beaucoup d'autres tout autour qui se sont affaissés. La famille, les syndicats, la politique. Je pense que votre génération ne croit plus en ces politiques. Nous, on a nous-mêmes du mal à y croire. Et tout ça va être à reconstruire. Tout ça va être à reconstruire. Alors, à travers quel grand corps organisant, j'en sais rien. C'est vrai qu'on ne vous laisse pas grand héritage sur ce sujet. Mais je pense que c'est ça le grand défi, en fait. Le grand défi, c'est reconstruire le collectif. C'est comment on arrive à avoir une somme d'individus, mais des gens responsables, autonomes, mais qui se reconstruisent dans un système collectif cohérent. Et c'est très frappant, parce qu'on l'a lu tous à l'envi, enfin voilà, mais tous ces meurtriers ont été enrôlés par des gens qui leur ont promis un système bien plus inconfortable que celui dans lequel ils vivaient, où ils ont été élevés sur le plan matériel, parfois même, enfin, qui est décrit comme une sorte d'enfer, mais avec du collectif, avec une espèce de prise en charge, avec une espèce voilà, même une prise en charge d'ordre sectaire, mais voilà, la promesse d'une vie et d'un idéal que manifestement ils n'ont pas reçu. Voilà. Donc cette question du collectif, nous, on est à un endroit où on y réfléchit beaucoup, parce que quand vous êtes au carrefour de gens qui veulent aider, de gens qui en ont besoin, vous voyez bien qu'il y a cette nécessaire solidarité qui doit s'organiser. Mais je crois effectivement il va falloir leur réinventer les cadres de cette solidarité. Olivier, mais je vais peut-être reformuler la question, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Finalement, au carrefour de mes deux points suivants, qui étaient la politique et l'entreprise, vous qui êtes un chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on a comme solution à proposer ? On sait, on en parle beaucoup, il y a des risques de radicalisation dans l'entreprise, c'est un sujet qui est pris en charge et pris en compte de plus en plus. Et puis, il y a comment est-ce qu'on encadre, comment est-ce qu'on redonne du sens, et comment est-ce qu'on redonne de l'emploi à toute cette jeunesse qui est en quête, finalement, simplement de s'insérer dans la société. Vous avez tout à fait raison, Philippe. Moi, je suis personnellement très attaché, beaucoup plus qu'au diagnostic, aux solutions qu'on peut apporter aujourd'hui. Et je suis persuadé que l'entreprise est un palliatif extrêmement important pour justement faciliter l'intégration de ces jeunes générations, pour réduire le communautarisme, pour faciliter le discours entre les générations, parce que l'entreprise donne du sens aujourd'hui. L'entreprise est faite de projets en interne comme en externe, avec des clients, avec des fournisseurs, qui donnent aujourd'hui beaucoup de motivation à ces générations pour exercer une mission dans laquelle ils se reconnaissent et pour laquelle ils obtiennent des résultats. Ils obtiennent une fierté, ils obtiennent une reconnaissance. Et je crois aujourd'hui, moi, que les politiques ont un rôle énorme à apporter là-dessus, parce que les générations d'aujourd'hui ont bien compris que dans la mondialisation actuelle, les politiques pouvaient agir pour un tout petit peu, oui, pouvaient agir pour 5% des décisions qui pouvaient se prendre. Mais elles ont quand même un pouvoir extrêmement important, justement en facilitant l'initiative
qui peut être pris à travers ces entreprises. Et au-delà des politiques, il y a aussi une autre population, et Philippe, je souhaite qu'on en parle, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis quand même un petit peu atterré par ce qui se passe, je suis désolé de dire ça, mais au niveau du monde journalistique. Parce que je trouve que c'est les journalistes aujourd'hui, les médias jouent un rôle extrêmement important. Et quand on voit la multiplication de ces chaînes d'information qui, absolument toutes les 2 minutes, reviennent sur les mêmes informations en continu, je trouve que c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire aujourd'hui dans une société telle que la nôtre, car ça donne absolument aucun sens aux gens qui écoutent et qui regardent ces émissions. Les médias favorisent le zapping des jeunes générations, favorisent ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le French bashing, alors que très sincèrement, on est dans un pays où il y a des gens qui sont absolument extraordinaires. On dit souvent, vous le savez très bien, qu'on n'a pas la chance d'avoir certaines facilités en France, mais on trouve des idées, on innove en permanence, on a des gens qui sont ultra réactifs, on a une productivité qui est absolument exceptionnelle. On fait partie des meilleures productivités, heureusement d'ailleurs, parce que vu le nombre d'heures qu'on travaille, heureusement qu'il nous reste encore ça. Et je trouve que c'est justement ces médias-là qui devraient porter au nu l'ensemble des initiatives qui sont faites par ces jeunes générations, qui devraient emmener cet élément d'enthousiasme et de dynamique pour favoriser une société qui soit positive et qui a envie d'aller de l'avant en changeant le monde. Bon, la politique, finalement, le sujet a été traité. Emmanuel a bien répondu. Est-ce qu'il faut encore croire à la démocratie quand on voit ce qui se passe en ce moment, effectivement, en tout cas qu'elle est menacée et que les libertés aussi sont menacées. Alors, je voudrais, à ce point du débat, peut-être proposer à Emmanuel de reprendre la parole sur l'engagement. Vous avez cité notamment l'engagement militaire, qui est une forme d'engagement important, une période où on nous dit qu'on est en guerre, mais il y a plein de formes d'engagement. On parle, par exemple, de remettre en place un service civique, voire un service militaire obligatoire. Est-ce que, pour l'encadrement des jeunes, est-ce qu'on n'a pas renoncé finalement à un certain nombre de dispositifs qui étaient des dispositifs d'intégration, des dispositifs d'engagement, quand on voit les drapeaux français fleurir partout dans toutes les villes? Enfin, est-ce que finalement, je ne suis pas militariste, mais cette question de l'engagement dans la société au service de la nation, ce n'est pas une façon de redonner... Enfin, on voit quand même surgir... Alors, il ne faut pas tomber dans le nationalisme, ça serait le danger, mais on voit bien le retour d'une certaine fierté. Est-ce que ça peut être une solution, une option à retenir pour encadrer et pour donner aux jeunes aujourd'hui un sens à leur vie et des valeurs? Alors, moi, je pense que pour s'engager, il y a 2 termes qui sont importants derrière avant de répondre à quelle forme d'engagement on pourrait avoir. S'engager, c'est pour les autres la plupart du temps. On s'engage rarement pour soi. Et c'est quelque chose qui est très important à avoir en tête, parce que s'engager, ça veut dire donner quelque chose de soi, du temps, la plupart du temps, au risque de le perdre. C'est ça, s'engager. S'engager, c'est l'altruisme. Et c'est s'oublier derrière quelque chose qui nous porte, qui est plus important que nous. Et pour être capable de comprendre qu'est-ce que ça veut vraiment dire que s'engager, je pense qu'il faut revenir quand même à l'école et à l'éducation. Moi, je ne suis pas certaine qu'aujourd'hui, l'engagement, ça soit une valeur très forte en France. Voilà. Je ne suis pas certaine que dans les familles, on pousse nos enfants à s'engager au sens noble du terme. Peut-être que le scoutisme, d'ailleurs, c'est une des solutions. Pourquoi pas? Et surtout, je ne suis pas du tout certaine qu'à l'école, on pousse à l'engagement, en expliquant ce que ça veut vraiment dire de s'engager. Donner un petit bout de soi pour quelque chose qui nous dépasse. Ensuite, pour s'engager, une fois qu'on a compris ce que ça voulait dire, et donc qu'on a été sensibilisé au sujet, ce qui doit se faire très tôt, je pense qu'il faut des gens qui nous donnent envie de nous engager. Je pense que c'est souvent ça le déclic. On sait, et après on rencontre quelqu'un et on se dit « Waouh, j'ai trop envie de lui ressembler. Il porte quelque chose, il a une espèce de flamme qui me parle. »
Et aujourd'hui, je pense qu'on manque de gens. Alors c'est peut-être une histoire de journalisme, de médias, j'en sais rien. Peut-être qu'on les a, ces gens, mais qu'on ne les voit pas. Mais on manque de leaders qui s'engagent et qui seraient en capacité d'allumer la flamme chez ceux qui sont prêts à le faire. On a besoin de leaders engagés. Et moi, j'ai dit un truc très provocateur il n'y a pas très longtemps, à l'université des Gracques. On intervenait avec des islamologues sur, évidemment, les attentats. Et où ils disaient, évidemment, ce sont des jeunes qui se sont retrouvés dans l'idéologie de Daesh. Et donc d'expliquer que derrière cette idéologie, il y a les 3 piliers de je sais pas quoi, enfin des trucs hyper compliqués. Et j'aurais dit, mais les mecs, en fait, quand vous regardez un discours de recrutement de Daesh, le leader, il vend plus de rêves. Il porte plus en lui l'engagement que tous les membres du gouvernement réunis. Je ne sais pas parce qu'ils ont compris les fondamentaux de je sais pas quoi que moi-même je ne comprends pas. C'est parce qu'il y a un mec à un moment donné qui a allumé une flamme. Je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'hommes et de femmes qui sont engagés et qui ont la responsabilité de sortir du bois et d'avoir un petit peu de lumière pour essayer d'inspirer les autres. Donc voilà, pour être engagé, encore faut-il, 1, être sensibilisé à ce que ça veut vraiment dire, être prêt à le faire, et 2, avoir des gens qui nous donnent envie de leur ressembler. Et du coup, comment on s'engage ? Comment on s'engage ? Alors, il y a plein de formes d'engagement. Je pense que l'entrepreneuriat, notamment quand la visée, c'est d'impacter la société, c'est une forme d'engagement qui parle beaucoup à notre génération. Encore faut-il être armé intellectuellement pour pouvoir s'y lancer. Je pense que l'entreprise également, on peut s'engager. Je vais citer un exemple, moi, qui m'a beaucoup marqué. C'est le patron de Michelin, Jean-Dominique Sénard, qui, il y a 2 ans, à l'université d'été du MEDEF, en conférence de clôture, a annoncé qu'il allait permettre à ses collaborateurs de s'engager pour des mandats politiques et qu'il leur proposait ce qu'on a dans la fonction publique, c'est-à-dire de revenir à leur poste une fois le mandat consommé. Ça, c'est aussi une forme d'engagement extraordinaire. Quand je parlais tout à l'heure de responsabilité des citoyens, chacun d'entre vous est responsable d'une certaine manière de la situation et porte en lui des solutions à son échelle. Et puis l'armée, alors ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Moi, je suis absolument pas d'une famille militaire. Vous m'auriez posé la question il y a 5 ans, alors j'avais 24 ans, je vous aurais dit l'armée ça sert à rien, les frontières ça sert à rien, on vit dans un monde glocal, moi je m'engage local, je pense global, enfin bref, je vous aurais sorti ce genre de trucs. Et puis j'ai rencontré un homme extraordinaire, un de ces leaders dont je parle, ceux qui donnent envie de s'engager. Un mec qui a allumé une flamme au fond de moi, qui s'appelle l'amiral Lajousse, qui a été l'ancien DRH de la Marine nationale. Lui, il m'a parlé de l'engagement et ses yeux ont brillé. Il ne m'a pas parlé de la guerre, il ne m'a pas parlé de sujets militaires, il m'a parlé de l'engagement au sens noble du terme. J'ai senti quelque chose et je lui ai dit, écoute, tu me demandes de m'engager en plus pour l'armée, je suis déjà engagée partout, je passe ma vie à faire des trucs, j'ai plus de vie du coup, je ne sais pas trop si j'ai envie d'y aller. Il m'a dit, très bien, ne me donne pas de réponse, va sur un BPC, un bâtiment de projection et de commandement, autrement dit un porte-hélicoptère, tu t'y plonges pendant une semaine, puis tu reviens, puis tu me diras. Et franchement, je pense que j'ai pris la plus grande claque de ma vie. La plus grande claque de ma vie. Et pourtant, depuis que j'ai 23 ans, j'entreprends. J'ai toujours fait de l'entrepreneuriat impactant. C'est-à-dire que moi, l'objectif, c'est les boîtes, c'est un moyen au service d'une fin. La fin, c'est d'impacter la société, de responsabiliser les hommes et les femmes. J'avais la prétention de penser que j'étais engagée. J'avais cette prétention. Et je me rappelle très bien, je suis arrivée sur le bateau, et j'ai rencontré un officier qui m'a dit « T'es qui, toi ?» Et je lui ai répondu « Je suis une jeune femme, entrepreneur engagée. » Et il a fait « Lol, tu vas comprendre ce que c'est que l'engagement. » Bah putain, j'ai compris ce que c'était que l'engagement. J'ai compris qu'il était facile de s'engager quand on n'a rien à perdre. J'ai compris ce que ça voulait vraiment dire que s'engager. C'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur donner un bout de soi au risque de le perdre. Et je pense que oui, en fait, contrairement à l'idée reçue qu'on a, qui est très fausse, le regard qu'on porte sur l'armée, moi je connais particulièrement la marine, oui, c'est un endroit extraordinaire et porteur de sens. Un sens qui nous dépasse. Et je ne parle pas là d'enjeux militaires, je parle d'engagement, pour de vrai. J'avais en face de moi des hommes et des femmes qui avaient le même âge, qui embarquent pour 6 mois,
pour aller faire la guerre, au risque de perdre leur vie. Au passage, la plupart du temps, ils perdent leur famille, parce que les bonnes femmes, elles n'attendent pas. Hein. Génération Y, génération court-termiste, génération Tinder. Bref, ils donnent tout, ils donnent beaucoup, pour un truc qui les dépasse. Et là, je me suis dit, waouh, on a des super-héros en France. On a ces rôles modèles dont on a besoin. On a ces lieux où on peut inspirer les autres. Encore faut-il ouvrir les yeux, encore faut-il faire le premier pas, encore faut-il prendre ses responsabilités. Emmanuel. Juste pour terminer, on va écouter les autres, mais j'en profite puisqu'elle est là. Deux questions. Donc, le service civique, ou quand François Hollande dit la réserve justement nationale devrait être quelque chose qui devrait être revalorisé, remis en place, est-ce que c'est une réponse possible ou pas? Sur le service civique, moi j'avais fait une expérience il y a 2-3 ans. Je m'étais dit, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. On a des élites politiques toutes pourries. J'ai honte d'être française quand je les regarde. Donc, on doit faire bouger les lignes. Et donc, j'avais constitué un échantillon d'une 60aine de jeunes qui étaient à peu près représentatifs de la diversité de la jeunesse française. J'ai fait les choses de manière un peu bête. Hein. Je veux hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, homme, femme, Paris-Province, enfin bref, handicapé, valide, la totale. J'ai réuni les gens et je leur ai dit, bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Essayons de trouver le plus petit dénominateur commun entre nous. On en a trouvé 4. Et parmi les 4, il y avait cette histoire de service civique. C'est extraordinaire. Hein. On avait toutes les cultures, tous les CSP. Et tous m'ont dit, oui, ça c'est un truc qui pourrait nous relier. On a besoin de retrouver la fierté d'être français. On a besoin d'agréger ces individualités dans un nous qui nous ressemble. Et peut-être que le service civique, ça peut servir à cimenter cette culture et cette fierté commune. Pour une jeunesse qui a besoin de sens. Sur la réserve opérationnelle, je pense que le sujet est plus complexe parce que je ne suis pas certaine que le but premier soit d'apporter du sens. Je pense que le but premier, c'est si demain il faut partir au carton, il va falloir trouver des gens qui vont faire tourner la France en attendant. Des bras. Voilà. Donc je pense que ça sort un peu du scope. Mais en tout cas, sur le sujet du service civique, je pense qu'effectivement c'est une piste qui est très intéressante, qu'il va falloir par contre marketer un peu le truc, parce que je vois d'ici... venez donc au service civique, enfin personne n'y va, hein, parce qu'on a quand même un vrai problème de marketing en France. Il va falloir le rendre un peu cool et peut-être même changer le mot civique. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une génération qui ne comprend pas ce que ça veut dire qu'être citoyen, tellement la politique s'est abîmée au fil du temps. Donc, nonobstant voilà, ce petit problème de wording, je pense que c'est une piste intéressante. Merci Emmanuel. Antoine Dulin, on a envie d'entendre le scout sur ce sujet et sur l'engagement, sur ce qui a été dit. Bon, Emmanuel dit beaucoup de choses, donc comme on se rejoint pas mal, je vais aller plus loin ou un tout petit peu plus loin ou décalé. S'engager, c'est effectivement un risque et en fait on a perdu le goût du risque et qu'on a tous une responsabilité en tant que parents, en tant que grands-parents, futurs parents, à redonner le goût du risque. Quand je me suis occupé des questions des biens mal acquis, donc j'ai 2 parents magistrats, ils m'ont dit non mais tu déconnes complet, arrête de faire ça, consacre-toi à tes études. Voilà. En fait, je pense que ça m'a beaucoup plus apporté que les études. Voilà, j'ai grandi par cet engagement. La même chose quand je revenais crado de mes week-ends scouts et que j'étais épanoui parce que j'avais accompagné des jeunes à grandir, quoi. Bah effectivement, j'avais pas une très bonne note au partiel le lendemain ou j'étais pas super en forme. Ça ne m'a pas empêché à réussir ma vie ou en tout cas mon début de vie, quoi. Et je pense que en fait on est trop dans une société du zéro risque et en fait on transmet ça et sans le vouloir parce qu'on a envie que nos enfants réussissent, que nos petits-enfants réussissent, etc. Donc on leur dit faites bien les choses, etc. Sauf qu'en fait justement ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est sortir du prisme dans lequel on est habitué. Voilà.
Et on est témoins, je pense tous les trois, et les gens qui accompagnent Olivier aussi à sa moutillage, de cette capacité à sortir des cases, à sortir du risque, etc. Et alors c'est aussi une chance, je pense que voilà, parce qu'on sans doute vient de milieux privilégiés, etc. Mais voilà, il faut y croire. Et résultat, ben mes parents sont venus à l'audience au procès en diffamation, et c'était très rigolo, quoi. Voilà, leur fils qui était voilà, mis en examen, et les parents dans la salle, et en face des juges qui étaient leurs collègues, etc. Donc voilà, on ne serait jamais retrouvé dans cette situation-là. Bon, bah, ils m'ont pourtant soutenu. Donc voilà, donner envie à vos enfants de prendre du risque. C'est pas grave s'ils réussissent pas tout de suite. Il faut avoir des erreurs. Et je pense qu'on est aussi trop dans une éducation. Voilà, il y a un problème dans notre système éducatif, on le sait. Et donc c'est une éducation au risque. Il faut éduquer au projet, il faut éduquer à l'erreur, il faut éduquer à la joie. Il faut arrêter de toujours montrer que ce qu'on fait, c'est mal, c'est pas bien. Voilà. Valoriser les choses qui sont bien, et pointer les choses qui vont peut-être moins bien, mais pointez-les sans s'y attarder. Pardon. Vas-y. Parce que tu m'as posé une question sur le scoutisme, donc j'enchaîne sur engagement, et deuxièmement la promesse. On a perdu la question de la promesse aussi. Alors c'est facile pour un scout de vous parler de la promesse. Mais la promesse, c'est quoi? C'est s'engager devant d'autres à faire de son mieux. Devant d'autres, avec d'autres. Voilà. Donc dans un monde hyper individualiste, contemporain, etc., ben en fait c'est l'engagement, la promesse, elle est souvent toute seule, et le but c'est tout souvent pour aller tout seul, et sans les autres, quoi. Ou en tout cas, les autres me font peur, donc c'est le collectif, c'est ma famille, c'est mes amis, et puis voilà, les autres, j'ai du mal à les regarder, quoi. Et donc, cette promesse, elle doit aller dans les deux sens. Être capable de dire, ok, je promets de faire de mon mieux, ou en tout cas de m'investir. Il doit y avoir une réponse en face. Et la réponse, moi, j'ai une parole de l'abbé Pierre qui me revient toujours en tête, c'est viens, j'ai besoin de toi. Ce qu'il a dit à des personnes en précarité, etc., au moment où il a créé Emmaüs avec les chiffonniers. Voilà. Il a été capable de leur dire, viens, on a besoin de toi. Et aujourd'hui, je crois qu'on a collectivement besoin de se dire, pour sortir de cet individualisme contemporain, on a besoin des autres, on a besoin de toi, et que chacun puisse l'entendre. Je vous parlais des stages tout à l'heure, c'est la même chose dans la question de l'entreprise. Quand on arrive dans une entreprise, on a besoin que le chef d'entreprise, que le RH, que les collaborateurs lui disent « Merci, c'est cool que tu sois là parce qu'on a besoin de toi ». On a besoin que la société, et c'est la dimension, et je termine là-dessus, sur la question du service civique, c'est un super truc. Alors Emmanuel, ça marche parce qu'il y a plus de 102 000 demandes et il n'y a que 75 000 aujourd'hui postes, et encore on a du mal à arriver à 75 000. Mais le service civique, il est bien là, parce que le jeune, il s'engage parce qu'il sait qu'il a une reconnaissance, qu'on va le reconnaître dans ce qu'il est, non pas par rapport à son diplôme, mais par rapport à son savoir-être, son savoir-faire. Voilà. Et je pense que c'est hyper important qu'on arrive à se retrouver le moyen de collectivement et individuellement de pouvoir dire « Viens, j'ai besoin de toi » aux personnes qu'on rencontre, aux personnes qui, voilà, pendant un temps vont partager notre vie, et c'est indispensable, quoi. Voilà, on n'est pas tout seul sur cette planète, on est bien collectif, et le « Viens, besoin de toi », c'est un vrai chose de confiance et de reconnaissance et de prise de responsabilité. Et donc, si nos politiques, nos chefs d'entreprise, nos organisations syndicales et patronales, nos associations étaient capables de dire « Viens, on a besoin de vous », je pense qu'on aurait fait un bon bout de chemin, quoi. Merci. Je crois qu'on a eu, avec les deux exemples qui viennent d'être racontés par Emmanuel et par Antoine, quelque chose qui représente bien ce que vous faites à Ticket for Change, Mathieu. C'est l'idée de l'expérience déclic qui vous conduit à changer ou passer à l'action. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, vous, avec Ticket for Change. Peut-être, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type d'expérience déclic? On sait bien qu'il y a énormément de cadres maintenant aujourd'hui, l'impact, tout ce qui est impact social, entrepreneuriat social, économie sociale et solidaire, économie collaborative.
il y a un désir, on voit bien des jeunes, y compris dans toutes les grandes écoles, dont celle que vous avez faite, d'aller dans ce sens. C'est quoi les expériences déclic? Il y en a, elles sont multiples. C'est pas forcément d'être sur un bateau, sur un porte-hélicoptère, même si ça doit être formidable. Les expériences déclic, c'est connecter sa tête, son rationnel, à son émotionnel et à son corps, et y aller. En tout cas, c'est créer des expériences très fortes avec ces 3 dimensions-là. Pour rebondir sur ce qui a été dit avant, déjà, je suis totalement d'accord avec ce que tous les deux vous avez dit, mais je crois que très souvent, on conçoit l'engagement à côté du travail. Nous, ce qu'on porte comme message chez Ticket for Change, c'est que vous pouvez faire de votre travail votre message pour le monde, votre engagement. Vous pouvez mixer les deux. Vous pouvez vivre de votre engagement. Ça peut devenir rêver votre travail avec de l'engagement et ça peut devenir votre vie. Et du coup, ce qu'on essaie de faire avec des expériences déclic, c'est d'aider les gens à devenir entrepreneurs de leur propre vie, qui choisissent leur destinée, plutôt que de la subir et suivre des autoroutes toutes tracées par leurs études ou leurs non-études. C'est d'essayer de faire en sorte qu'ils deviennent la meilleure version d'eux-mêmes, qui visent à quelque chose et puis qui trouvent les moyens, les étapes pour y arriver, par des actions. Et c'est en fait, au final, de faire fructifier les 80 000 heures que chacun a dans sa vie au travail. 80 000 heures. Là, il y a 2 choix, en fait. Soit on subit cette orientation et on ne se demande pas quel impact on va laisser dans le monde avec ces 80 000 heures, ou alors on voit chaque minute comme un message, comme une trace qu'on peut laisser, comme un impact qu'on peut avoir par chaque minute de ces 80 000 heures. Donc nous, on essaie de créer des voyages initiatiques, des expériences fortes pour que les gens se questionnent et trouvent leur voie. Je crois que le déclic, il se fait au carrefour de 3 choses. Quand on a clarifié ses talents, là où on est fort, là où on est à l'aise, d'une part, avec ses passions, là où on a la flamme, là où on a l'envie, là où on est heureux d'aller travailler, et enfin, je dirais, les besoins, ou là où on est utile, là où on sent qu'il y a quelque chose à faire, où on a la flamme parce qu'on voit qu'il y a un problème de société qui nous indigne. Donc au carrefour, on essaie de connecter les gens avec leurs talents, leurs passions et les besoins, les problèmes qu'ils ont envie de résoudre. Et là, on ouvre 2 voies, soit la petite barque ou soit le grand paquebot. La petite barque, c'est... en fait, on est dans un monde où on sait qu'il faut changer. On est parti de se présupposer au tout début. Donc en fait, on va dans une direction, on va tout droit. Voilà. Tout le monde va tout droit. Et alors on sait qu'il faut aller, on va dire, il faut tourner à 90 degrés, vers la droite, vers la gauche, peu importe, mais il faut redonner du sens, remettre du collaboratif, etc. Je ne reviens pas là-dessus. On sait qu'il faut tourner. D'accord ? Et il y a 2 voies. Soit on crée une petite barque, tout seul ou avec des associés, en étant entrepreneur, à 2, 3, 4, 5, demain peut-être 20, etc. Puis on essaie de construire le modèle idéal tout de suite, et on prend des risques très forts, parce qu'on tourne à 90 degrés. Ou alors on est dans une grande structure, et c'est ce qu'on peut faire quand on est au CESE, en quelque sorte. On peut être intrapreneur du CESE, de la fonction publique, ou alors intrapreneur dans une grande entreprise. Et là, on essaie de faire changer son paquebot, où il y a 1000, 100 000 personnes dedans, peut-être, de 2%, de 4%. Et là, c'est un impact énorme aussi. Ou en tout cas, d'essayer de voir où est-ce que les gens trouvent un levier de changement. Et donc, pour revenir peut-être à la question de... Donc, les expériences déclic, c'est quelque chose d'émotionnel. Il faut donner l'outil à tout le monde. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait un service civique du moment dans sa vie où on se pose la question de comment on peut laisser une trace dans le monde par son travail. Et donc, en fait, moi, à aucun moment dans mes études, à aucun moment dans mes... Je sais pas, dans les 20 ans que j'ai passé dans une salle de cours, on m'a dit, c'est quoi, toi, tes talents ? C'est quoi les trucs qui te font vibrer ? Et c'est où que tu veux répondre à un besoin de société ? À aucun moment, on m'a posé ça. On m'a dit, combien d'argent tu veux gagner ? Donc, une des missions de l'école, ça pourrait être de nous faire vivre à nous, enfin, trouver sa vocation. Une expérience déclic qui les aide à réfléchir. À l'école et plus tard, à tout moment de la vie, en tout cas, que chacun ait cette opportunité de se dire... je dois vivre de mon travail, ça c'est sûr, mais je veux quelque chose de plus. Je veux trouver du sens. Et donc aujourd'hui, on s'adresse à des jeunes en quête de sens qui vivent un voyage initiatique, via un tour de France à la rencontre des rôles modèles dont tu parlais. Hein. Il y en a plein en France qui extraordinaires, mais que personne ne connaît. Quelques exemples. Je sais pas, nous on va voir par exemple Vitamine T, c'est utiliser des personnes éloignées de l'emploi en leur donnant une seconde chance, en les réinsérant, puis ces personnes-là elles vont faire du tri, elles vont redonner une deuxième vie à
à des produits électroménagers. Donc c'est un impact social, on donne de l'emploi à des gens qui sont en grande précarité, un impact environnemental, on donne une deuxième vie à des produits qui vont être jetés, des frigos, des écrans plasma, et c'est un impact économique parce que c'est en croissance, ça va insérer 30 000 personnes en 30 ans. Simplon, ça va aider à donner accès au code, donc à coder, qui est le langage du 21e siècle, au code informatique, à des jeunes qui sont en précarité. Donc aller chercher des talents et leur donner accès à un nouveau langage pour qu'ils trouvent un job demain, et puis même qu'ils soient en position où ils peuvent inventer des choses à fort impact. Bon, il y en a plein des exemples comme ça. Vous pouvez aller voir notre MOOC Devenir entrepreneur du changement. Vous avez 55 exemples. Du professeur Younous, qui est prix Nobel de la paix, à des jeunes entrepreneurs sociaux en France. Il y en a plein des exemples. Il faut juste les valoriser, il faut que les médias en parlent, et puis il faut qu'il y en ait plus. Et donc je rêve d'un endroit, je rêve de créer des outils qui soient accessibles à tous pour que chacun ait cette opportunité de trouver du sens et sa voie d'engagement. Très bonne liaison pour ça. Très bonne liaison pour Sam Outillage, créer des outils. Olivier Blanc, il y a une formule que j'aime bien, votre job de rêve n'existe pas, vous devez l'inventer, vous devez le créer. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça que vous disent ces jeunes ingénieurs que vous embauchez? Ils vont devoir, ils passeront pas forcément toute leur vie à Sam Outillage, ils sont en train de créer finalement une autre façon de travailler, de nouveaux codes. C'est une question qui est extrêmement large parce que il est évident que la réussite de nos entreprises, elle passe inévitablement par la fidélité de ces jeunes générations au projet et au cadre qu'on leur fixe. Et c'est d'ailleurs ça qui est important, c'est tout le rôle aujourd'hui que peuvent prendre les entrepreneurs. On vit, nous, un malaise qui est quand même extrêmement fort dans cette société, c'est que quand on parle souvent d'entreprise, on nous compare souvent aux entrepreneurs du CAC 40. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là qui dirigent des entreprises extrêmement fortes. Mais on ne vit pas du tout le même projet que ces entreprises-là. Et les entreprises familiales, pour ça, ont des valeurs extrêmement fortes. Et je pense que c'est à travers ces valeurs que ces ingénieurs arrivent à s'impliquer. Et en fait, cette génération du zapping, alors peut-être aussi parce qu'on est dans des régions qui sont moins porteuses d'avenir, où il y a moins de projets, où il y a moins de tentations, on se rend compte finalement que le turnover dans nos entreprises, il est plutôt très faible. Et que ces jeunes générations ont envie de s'impliquer pour de longues années, à condition, bien sûr, d'avoir construit le contexte dans lequel ils vont pouvoir opérer. Je sais que cet après-midi, il y a une conférence sur l'entreprise libérée qui est faite par Isaac Getz. Je vous invite à aller l'écouter parce que c'est quand même extrêmement intéressant. Moi, en 5 ans, je me suis attaché, dans notre entreprise de 200 personnes, il y avait 5 niveaux hiérarchiques. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 2. Et ça, c'est extrêmement fort dans le sens qu'on peut donner à ces ingénieurs pour qu'ils puissent réussir l'ensemble de leurs projets. Merci. Bon. On va terminer puisque c'est l'Université de la Terre et que c'est la COP21, on en a parlé un peu. Peut-être sur une forme de conclusion. Changer le monde, c'est peut-être très ambitieux, mais on peut se changer soi-même. Alors, je voudrais peut-être commencer par Antoine, puisque tu as parlé tout à l'heure un peu de climat. C'est vrai que ce processus des 2 degrés paraît complètement dingue. C'est-à-dire, effectivement, on demande à des pays de prendre des engagements volontaires dont on sait très bien qu'ils ne seront pas respectés. Donc, est-ce que, pour changer ça, justement, et notamment pour les jeunes, plutôt que de passer par un discours punitif qui est celui qui est généralement tenu, celui de la responsabilité des comportements. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, en plus, les changements technologiques, l'arrivée peut-être de la voiture électrique, enfin, on voit bien qu'il y a quand même un espoir pour changer le monde, à condition, évidemment, qu'on accélère les choses. Comme on dit, on est la première génération à vivre le changement climatique. Je pense que tout le monde, il suffit de regarder dehors, on est presque en plein hiver.
bon, il y a peut-être un débat entre scientifiques, mais on est la première génération à vivre le changement climatique, on est la dernière génération à pouvoir faire quelque chose pour essayer de le tempérer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire individuellement? Bon, la question est vaste, donc je ne vais pas dire tout ce qu'on peut faire individuellement. Juste parce que je l'ai étudié un peu au CESE autour d'un avis que j'ai rendu avec Alain Bougrain-Dubourg, qui est le président de la Ligue de protection des oiseaux, autour de la question de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Et on faisait le constat que nous, on avait été biberonnés, je mets nous en mettant Mathieu et Emmanuel dans la boucle, à la dimension des éco-gestes, en disant, voilà, il faut que vous éteigniez votre robinet quand vous lavez les dents, etc. Et en fait, on a un côté de répulsion par rapport à ces éco-gestes aujourd'hui, notamment dans notre génération, en se disant, en fait, on nous a dit de faire ça, en appelant ça des éco-gestes, et globalement, à côté, on continue largement à polluer, largement à ne pas du tout être exemplaire, que ce soit dans nos entreprises, dans nos administrations, dans nos écoles, etc. Donc le message de dire, en fait les gars, il faut que vous triez, et puis en fait le lendemain, on se découvre que le tri qu'on a fait, eh ben, en fait il revient dans la même poubelle, etc. Parce qu'on a plein d'exemples comme ça, moi, où à l'école on nous apprenait à trier, puis en fait on se rendait compte que ce qu'on avait trié se retrouvait le soir même dans la même... bon, bah, c'est sûr qu'en termes de messages passés, c'est un peu compliqué. Et donc, je pense qu'il faut qu'on soit... Arrêter de parler d'éco-gestes et de parler de gestes citoyens ou de gestes tout court, voilà, de gestes responsables. Donc il y en a plein. Moi, je vous en donne un qui est par rapport au climat, mais parce que je vois des gens du Crédit Coopératif dans la salle. J'ai été un de ceux qui, il y a 3-4 ans, vous savez, vous vous rappelez peut-être de l'appel de Cantona, qui allait faire casser la banque, je ne sais plus comment il disait, voilà, faire faillite à la banque. Bon, et alors Cantona, nous, on était un petit groupe de collectifs agités, un peu au même type que Jeudi Noir sur le logement, hein, les problématiques de logement, une génération précaire sur les stages. Ah, je suis vraiment altermondialiste. Et ben, nous, on avait créé un truc qui s'appelait Sauvons les riches. D'où un peu le côté, comment on fait pour aider les riches à sortir de la dynamique d'être trop dans leur dynamique de riches et de peut-être découvrir autre chose. Voilà. On n'oublie pas quand même que 80% des richesses mondiales sont détenues par 6% de la population. Et donc, là-dedans, nous, on avait pris au mot Cantona et on s'était réunis en Dalton et on avait fait un coup médiatique énorme. On était allé à la Société Générale et on avait retiré notre argent de la Société Générale. Il y avait à peu près 5 ou 10 caméras avec nous et on était allé placer l'argent au Crédit Coopératif et même un peu plus, et qu'on avait placé l'argent à la NEF, la Nouvelle Économie Fraternelle. Ce jour-là, sous contrôle de M. Bancel qui est là-bas du Crédit Coopératif, et les semaines qui ont suivi, le Crédit Coopératif a reçu énormément d'appels sur le souhait de pouvoir changer de banque et, au lieu de placer notre argent à la Société Générale, etc., de pouvoir placer leur argent dans des circuits plus solidaires, d'éviter les paradis fiscaux et de savoir effectivement ce que l'on faisait au quotidien de notre argent. Ben ça, c'est un geste tout simple. Et si on était tous capables d'aller voir notre conseiller financier et de lui dire « Monsieur, qu'est-ce que vous faites ?» ou « Madame, qu'est-ce que vous faites avec notre argent ?» Si vous n'êtes pas vraiment capable de me dire « Et si cet argent continue à sponsoriser des énergies fossiles, si mon argent continue à être dans des paradis fiscaux et donc à ne pas passer par le système financier, donc pas participer à la collectivité publique et donc à la contribution nationale et à notre solidarité internationale, alors moi, ce que je souhaite, c'est de mettre mon argent ailleurs. Aujourd'hui, il y a plusieurs banques qui ont pris ces engagements-là. Il y en a une qui est partenaire, qui s'appelle le Crédit Coopératif. La NEF fait exactement la même dynamique avec la Nouvelle Économie Fraternelle. Et je vous assure que si on a un mouvement citoyen de gens qui vont vers leur banque en disant « on veut changer de banque », et ben je vous assure que les banques changeront et qu'on a un pouvoir incroyable en tant qu'acteur, en tant que consommateur, pour aller changer le système et donc changer le banque, mais c'est aussi manger local, c'est aussi essayer de consommer le plus possible des produits du commerce équitable, et je suis sûr qu'on gagnera le combat parce qu'on en est capable
Et on a une énorme force là-dedans. Donc, n'hésitez pas à changer de banque. Vendredi et samedi, vos banques sont ouvertes. Alors, on va terminer comme ça, c'est très bien. Emmanuel, on a le pouvoir. Les jeunes ont le pouvoir. On a le pouvoir de faire quelque chose en deux minutes. Chacun, vous allez me dire un mot, puis après on va prendre des questions. En fait, la transformation numérique, dont je parlais tout à l'heure en citant Michel Serres, a eu cet extraordinaire impact de faire passer le pouvoir des États-nations aux corps intermédiaires, aux individus. Madame de la Fondation de France en a parlé tout à l'heure en disant oui, aujourd'hui, on est capable à titre individuel de s'émanciper, de choisir sa voie. C'est ça qu'on est en train de se dire. Aujourd'hui, le pouvoir, il est entre nos mains. Mais pour de vrai, hein, avec un clavier, on peut faire tomber un gouvernement. C'est quoi les Anonymous ? C'est devenu un parti politique transnational désincarné. On a un pouvoir entre nos mains, chacun. Moi, je trouve que c'est trop facile, en fait, de taper sur le gouvernement, de taper sur des trucs qui nous dépassent et qui sont au-dessus de nous. On doit prendre ses responsabilités, on doit s'engager. Alors, pour le climat, pour les banques ou pour autre chose, il faut qu'on se bouge le cul. Voilà, merci. Mathieu, il faut qu'on se bouge le cul. Oui, clairement. Je rejoins Antoine sur l'idée des éco-gestes. Pour moi, c'est bien, mais ça marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est du il faut que, c'est moralisateur et c'est à petite échelle. Et donc, en plus de ce que tout le monde peut faire et de ce qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire de se poser la question de comment on vote, donc le vote politique, et de comment on vote tous les jours en consommant, en plus de ça, je crois qu'on peut changer le monde radicalement par l'innovation. Une innovation, en gros, faire en sorte que le progrès ne soit pas au service de quelques-uns seulement, de quelques-uns en ciblant les bénéficiaires et puis ceux qui vont être rémunérés derrière, mais au profit du plus grand nombre, et puis en respectant la nature. Je crois que l'homme a toujours été mu par des challenges. Il a besoin de défis ambitieux. Quand un trader est excité par ce qu'il fait, c'est qu'il sait qu'il va faire plus X%. C'est super excitant, c'est grisant, c'est un super challenge. Et si on donnait Professeur Yunus, prix Nobel de la paix, il dit « mais si on faisait de la social fiction, et si on imaginait un monde sans pauvreté, et qu'on se disait à quoi ça va ressembler, et qu'on se donnait un cap, et dans 20 ans, dans 30 ans, on va inventer ce monde-là. Et donc on dise, ok, on a 30 ans pour mettre fin au gaspillage alimentaire, pour mettre fin à la pauvreté, pour mettre fin au réchauffement climatique, mais qu'on se donne des objectifs hyper ambitieux, et puis qu'ensuite on implique chaque individu qui est dans cette salle, que chacun reparte en disant je vais contribuer, et qu'on invente des solutions nouvelles avec les acteurs privés, publics, associatifs, que tous ensemble on crée des solutions nouvelles, durables, donc pas basées sur de la uniquement durable, c'est-à-dire qu'il y ait des modèles économiques derrière qui soient pérennes et qui puissent changer d'échelle, parce qu'on est là face à des enjeux qui s'auto-enrichissent, qui changent d'échelle eux-mêmes, donc il faut des réponses qui changent d'échelle. Et donc chacun a son rôle à jouer, et mon message, c'est juste de dire, nous, ce qu'on fait avec Ticket for Change, c'est qu'on crée des outils pour que chacun s'approprie ça et passe à l'action. Et donc, il y en a un qui est gratuit. Avant, pour suivre une formation à HEC, il fallait payer cher. Il fallait un concours d'entrée, payer cher et s'ennuyer dans une salle. Maintenant, vous pouvez aller sur Internet, sur la plateforme Coursera, et suivre la formation, devenir entrepreneur du changement. 55 pionniers qui donnent des solutions et des conseils sur comment passer à l'action et devenir entrepreneur ou intrapreneur du changement. C'est absolument gratuit, ça dure 7 semaines. Et il y en a qui disent qu'il y avait un avant et un après pour eux. J'espère que pour vous, vous lancerez des solutions à fort impact après ça aussi. Olivier, on a le pouvoir, un pouvoir, allez. Moi, je vais reprendre une notion qui a été relatée par Emmanuel, que j'ai beaucoup aimé. Ce que j'aimerais, moi, dorénavant, c'est que pour changer le monde, on prenne tous conscience, les journalistes et les politiques les premiers, c'est que la France, elle est composée de 65 millions de super-héros et que notre rôle à tous, c'est justement de valoriser tous ces super-héros. Dominique Lemestre, le dernier mot, on peut donner de l'argent à la Fondation de France. Ah oui, Condition ça que ce soit toujours, utile. ça c'est sûr. Non, moi je veux dire, je regrette qu'il n'y ait pas un jeune engagé en politique à cette table, parce que je pense que voilà, ça aurait été bien aussi de... J'avais cru comprendre que les En fait, trois on qui l'est, étaient là le sont. On l'est tous. Très bien, mais vous n'en avez pas parlé.
On a un peu zappé la politique, mais parce qu'on pense Voilà. que ça va changer autrement. Alors, évidemment, on n'a pas pu répondre à tous. C'est une vaste ambition que de parler de changer le monde. La parole est à vous si vous avez quelques questions. Je ne sais pas si des micros... Oui, vous avez des micros devant vous. Donc allez-y, prenez la parole. Ça marche. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nicolas Kaplan. J'ai fait des études d'ingénieur. J'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis photographe. Et j'écris pas mal. Sans avoir vraiment trouvé dans quelle case m'inscrire. Vraiment. Je pense que j'ai décidé de prendre ce travail pour avoir l'opportunité de donner mon point de vue, que ce soit par l'écrit, la vidéo ou la photo. Et du coup, pour rejoindre un peu ce qu'on a dit au début, en fait, on disait que quand il fallait voter, il y a 15 ans ou il y a 30 ans, on n'était pas encore né. En fait, moi, je sais que quand j'étais petit, je voyais déjà tout ça. Et si j'ai fait ces études-là, c'était pas pour les utiliser et aller travailler dans une grande entreprise. C'était parce que je me suis dit, je vais prendre les armes que prennent les grands qui dirigent le monde aujourd'hui, et je vais essayer de les utiliser pour autre chose. Et ce que je vois, c'est que, voilà, avec les jeunes qui sont là et d'autres, en fait, on était déjà conscients d'une certaine manière de tout ça. Moi, ça m'a fait plaisir en grandissant de voir qu'il y en a plein qui ont fait le même pari que moi, et que maintenant, c'est ceux-ci qui essayent de bouger et de prendre les rênes. Et je pense qu'une intelligence qu'on pourrait avoir, on parle aussi beaucoup d'éducation à travers tout ce qu'on parle dans le changement, ce serait de prendre aussi les jeunes et les enfants comme garde-fous, parce qu'ils ont une vision d'une certaine manière objective du monde, et ils ont une vision très simpliste qui nous ramène sur les bases harmonieuses de la nature, un peu. Et voilà, c'était juste un témoignage sur notre évolution et la capacité... Enfin, on a beaucoup accordé d'importance aux sages et aux vieux. Pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas plus d'importance à ce que peuvent nous dire les petits jeunes, quoi. Merci. Alors, ce n'était pas une question, mais un témoignage. Est-ce que quelqu'un a une réaction? On peut prendre une autre question, mademoiselle. Puis après, Pardon, mais... Allez-y. Si ça peut être une question, ça sera peut-être plus simple. Oui. Alors, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans. Et comme vous, je fais partie de la génération Y. Comme vous, j'ai fait une grande école. Comme vous, je ne me reconnais plus dans l'entreprise dans laquelle je travaille et que je m'apprête à quitter pour cette raison. Et j'ai un constat aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je me retourne sur la salle, c'est pas contre vous, hein, mais je me demande quel est l'âge moyen. Voilà. Et je me demande où est ma génération, et je me demande comment la mobiliser. Moi, Alors, les 25 ans à peu près, levez la main. Quand même, quand même. Voilà, donc c'est un petit conseil que je vous demande. C'est bien qu'il y ait de la diversité et que les plus âgés vous écoutent. C'est déjà bien. Mais du coup, ma question, c'est peut-être solliciter un conseil déjà. Comment on mobilise ses amis, son entourage, simplement parce que c'est vrai que quand on est un peu engagé, quand on est un peu passionné, on est vite pris dans l'engrenage. Par contre, des personnes qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie, comment on leur donne cette envie? Et juste une toute petite dernière question, plutôt pour Antoine, par rapport aux scouts de France. Je me demandais comment, c'est quand même une super communauté, des petits justement, c'est l'occasion de les sensibiliser à plein de problématiques d'intégration. Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Donc voilà, c'est une interrogation de ma part. Merci. Alors, Antoine, allez-y. Sur la première, et puis je réponds aussi sur la question des scouts, mais sur la première, je pense que à la fois il faut utiliser les médias aujourd'hui qu'on utilise, c'est-à-dire les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir donner envie à d'autres de s'engager. Il faut qu'on arrive à allumer la flamme. La flamme, elle passe. Moi, je pense qu'elle passe beaucoup, et j'en ai vu de nombreux jeunes par le service civique, parce que le marché de l'emploi est tellement bouché aujourd'hui que le choix que font les jeunes pour avoir un tout petit peu d'argent, parce qu'il y a une rémunération, une indemnisation de 500 € via le service civique,
font que, en attendant de pouvoir rentrer dans le marché de l'emploi et enchaîner des CDD, des intérims et des stages avant d'avoir le CDI, il faut juste savoir, juste parce qu'on en a peu parlé de la question de l'entreprise, mais vous savez qu'aujourd'hui, l'âge moyen du CDI est de 29 ans. Il était en 92 de 22 ans et demi et en 72 de 20 ans. Voilà. Donc qu'on ait bien ça en tête. Voilà, on est bien dans une génération où en plus, c'est le parcours du combattant pour accéder à l'emploi. Voilà. Et c'est plus facile pour les diplômés, mais même pour les diplômés, on a aujourd'hui 10% de jeunes qui sont déclassés, c'est-à-dire qui ont des jeunes qui ont des diplômes de bac plus 5 et qui vont vers du bac plus 3. Donc on a peu parlé de la question de l'emploi et des dynamiques dans l'entreprise, mais il y a une vraie question aussi là-dessus pour faire de la place. D'où le service civique qui permet effectivement d'allumer des flammes. Il faut que on ait des médias qui soient capables d'utiliser aussi ces flammes, de montrer. Et moi, je suis hyper angoissé dimanche et parce qu'on va la voir, que d'une part, on ait le Front National en tête, et c'est aujourd'hui le premier parti pour lequel votent les jeunes, et que deux, on a 3 jeunes sur 4 qui vont aller s'abstenir. Ils se sont abstenus aux dernières élections locales et européennes, et ça n'impacte personne. On prend ça comme si c'était normal, et malheureusement, il y a une vraie question à se poser là-dessus, il faut qu'on arrive collectivement par l'innovation à essayer comment on investit les écoles, mais ce que fait notamment Mathieu est assez incroyable. Et alors, pardon, sur la question du scoutisme, on essaye de faire plein de trucs sur les questions. La nature, c'est facile. Depuis 100 ans, on dort dans la nature, on est dans la simplicité. Quand un scout campe, il utilise 3 fois moins il a une empreinte carbone 3 fois moins, plus basse que tout citoyen. Donc ça, c'est bien, ça marche. La question, c'est de savoir comment ces scouts, quand ils vivent comme ça, on continue à vivre après dans la société. On n'est pas obligé d'être le premier consommateur et consumériste, etc. Donc on y travaille là-dessus. Et sur la question de l'intégration et de la mixité sociale, je pense que c'était ça que tu posais. Depuis 1990, on essaye d'aller, on y va, on essaye d'être dans les banlieues, dans les quartiers prioritaires. Moi, je m'en suis occupé pendant 5 ans quand j'étais dans la direction. On a plus de 3500 jeunes qui, chaque année, sont dans des groupes scouts, dans des quartiers dits politiques de la ville ou prioritaires. Et on essaye de mixer et que ces jeunes-là aillent rencontrer, fassent des camps avec d'autres jeunes. Et il y a aussi une dynamique autour des questions confessionnelles, religieuses, entre des musulmans, des catholiques, des juifs, des protestants et des gens qui sont athées, agnostiques, etc. Et je vous assure que ça marche, c'est pas suffisamment, 3500 c'est rien. Et donc c'est un combat permanent pour les scouts, et notamment la difficulté, c'est comme toutes nos équipes sont bénévoles, c'est compliqué déjà parce qu'ils s'investissent plus de 500 heures par an à faire ça, d'aller leur demander encore un peu plus, parce que cet engagement, il demande beaucoup plus de temps, etc. Mais c'est un combat qu'on mène depuis très longtemps. Merci Antoine. On va regarder de ce côté. Il y avait quelques questions. Alors, dans l'ordre, monsieur, puis après, derrière. Je crois que pendant 30 ans, on a dilapidé ce qu'on avait acquis avant 68. Alors après, le débat n'est pas sur 68. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, quand on voit une grande partie de la société, on tombe dans l'assistanat. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs. Quand on voit l'école, qui était à mes yeux quand même aussi un bon cadre, moi j'ai fait mon service militaire et actuellement, il est révoqué, cette semaine, on a encore parlé éventuellement de le rétablir. Je trouve que là aussi, c'est un autre débat. Nous, à notre époque, effectivement, on a fait confiance, mes parents, à certains hommes politiques. Après, il y a eu un abandon un peu de la responsabilité de certains hommes politiques qui voyaient plus un carriérisme, un arriviste. Ils se, entre guillemets, gargarisaient. Il n'y a pas eu de long terme, comme ça avait été dit, comme certains hommes l'avaient fait au préalable. Et donc là, on est tombé dans une mouvance. Là, actuellement, maintenant, en 2015, ça a été dit pour la planète avec la COP21, c'est vrai, il y a une prise de conscience. Il y a les jeunes qui nous incriminent en quelque sorte. Et moi, j'assume complètement ma responsabilité, même vis-à-vis de mes enfants. Il y a de très beaux films. Nos enfants nous accuseront. Qu'est-ce qu'on va laisser à l'empreinte, nous, les anciens, entre guillemets d'ailleurs, les anciens,
Malheureusement, le troisième âge, on n'a pas souvent la parole, parce que quand quelqu'un, on le met à la retraite, c'est un patrimoine qu'on laisse, qu'on abandonne. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors heureusement, il y a quelquefois des émissions, je rebondis aussi sur les médias dont M. Blanc avait parlé tout à l'heure. Les médias ont une grande part de responsabilité, mais je peux vous dire, et j'en ai fait le sondage, que quand il y a des émissions à 12h30 qui durent un quart d'heure sur un poste radio national, qui détecte la France profonde, qui va voir, je peux vous dire que ça regonfle un peu le moral de beaucoup de personnes, de tout âge. Et ça, on n'en parle pas assez, et les médias se contentent dans des choses négatives. Je trouve ça dramatique. Par contre, pour revenir sur... Si vous pouvez, voilà, ouais, parce qu'on a d'autres questions. Très court, il y a des termes, et même pas que dans l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a un cadre. Et ça manque à notre époque, dans notre génération. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des mots de respect, de reconnaissance, qui sont, à mes yeux, complètement bannis. Le fait de valoriser les gens en leur disant « c'est bien », je peux vous dire que ça change la tête d'un homme. Et alors, juste pour rebondir au niveau de l'engagement, moi, ma base, tout à l'heure, Antoine disait, il y a l'abbé Pierre qui avait dit quelque chose, moi, ma référence, c'est Jacques Brel. Tout le monde connaît Jacques Brel, qui disait « si on ne voit pas votre cœur, on voit au moins mes dents ». Merci, monsieur. Alors, derrière, vous aviez une question à prendre, une question d'un jeune. Oui, bonjour. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a des institutions qui disent à la jeunesse, il faut vous engager, mais ce sera selon nos propres critères. C'est-à-dire que le seul engagement politique toléré, c'est par le bulletin de vote. L'engagement social ou économique qui passe par un tas de formalités administratives et par des business plans et par l'économie sociale et solidaire, qui est pas mal, mais qui est un peu restrictive. Face à ça, moi, là où je vois la jeunesse s'engager, c'est presque dans des réseaux alternatifs, c'est-à-dire les Anonymous, Coupaille, Alternatiba. Finalement, la jeunesse se retrouve cantonnée à la désobéissance civile. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une évolution des pratiques pour peut-être permettre à la jeunesse de s'exprimer dans le cadre légal ? Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que l'exemple de la COP21, on voit que la société civile n'est pas forcément la bienvenue avec la coalition 21. Et Alternatiba a son QG au fin fond de Paris, à Saint-Denis. Et là, par contre, si vous y allez, vous y trouverez la jeunesse engagée, porteuse d'espoir et de projets innovants. Merci. Emmanuel va essayer de vous répondre. Je trouve qu'il y a un sujet intéressant sur les formes que prend l'engagement de la jeune génération aujourd'hui. Et en fait, je reprendrai la remarque de Dominique tout à l'heure quand elle a dit « j'aurais aimé qu'il y ait un jeune engagé en politique ». Mais on est tous les trois hyper engagés en politique. En fait, on est engagés en politique pas selon les cadres et les codes traditionnels, parce que le système politique actuel, on le rejette. Et c'est même pas qu'on le rejette de manière proactive. Enfin, moi, personnellement, je ne me sens même pas concernée. Par conséquent, on fait de la politique autrement. Et je pense que ce qui va émerger dans les années à venir, et j'appelle de mes voeux à cette émergence rapide, parce que j'ai aucune envie de voir Marine Le Pen et compagnie à la tête du pays, mais c'est de nouvelles formes d'engagement politique. Il va falloir réussir à enlever ces lunettes classiques de baby-boomer ou de génération X en se disant ça c'est de la politique et ça n'en est pas, pour accepter de voir émerger des initiatives fondamentalement politiques avec un grand P, parce que c'est ça, c'est l'engagement citoyen au sens noble du terme, qui n'auront pas la forme traditionnelle de partis, d'initiatives, avec des leaders encartés, blablabla. Blablabla. Ensuite, le deuxième point, c'est que tu viens de me donner une idée. Oui, tu as raison, il y a un paquet de manifestations hyper importantes, où il n'y a que des vieux schnocks à la barre, alors que les 30 prochaines années, ce sont les nôtres. Moi, je suis très engagée pour les femmes, et il y a un collectif que je trouve assez marrant, alors il est décrié, peu importe, mais en tout cas, il fait le job, c'est la barbe. La barbe, c'est quand il n'y a pas de femmes à la tribune, il y a des femmes pirates qui arrivent avec des fausses barbes en disant « Hé les mecs, on est là aussi ». Ça s'appelle de l'entre-soi. Et je pense que tous les jeunes qui sont dans cette salle, on devrait essayer de constituer un noyau, puisqu'il faut acter, prendre ses responsabilités, arrêter de blablater, faire des choses de concrètes, pour créer une espèce de barbe Y, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a un colloque, un événement, n'importe quoi, avec des décisions stratégiques fondamentales pour les années à venir,
et ben de constituer un collectif de je sais pas quoi Y, qui viennent pirater les événements, en explicitant que oui, nous, on a une responsabilité à prendre, les 30 prochaines années, ce sont les nôtres, et que si on ne nous laisse pas nous engager, alors c'est nous qui allons casquer. Donc voilà, je fais un appel à ce genre de manifestation. Oui, bonjour à tous. Ok, alors je vais faire vite. Ok, je fais très vite alors. Bonjour à tous, donc je m'appelle Mathieu, j'ai 30 ans et je suis entrepreneur. Et donc mon projet, il a une vocation innovante et éco-responsable. En fait, bon, je fais des pâtes alimentaires riches en protéines à base d'insectes. Donc c'est un petit peu original, mais aujourd'hui, du coup, moi en fait, je crois vraiment qu'on entend beaucoup parler de la COP21 et de toutes ces choses-là, mais on sait que l'entreprise, elle est vraiment au cœur du changement, et je me pose vraiment la question de pourquoi les chefs d'État ne sont pas plus sensibles à l'entrepreneuriat. Pourquoi aujourd'hui on réunit 150 chefs d'État qui doivent parler de politique, mais qui ne mettent pas l'entreprise au centre et au cœur des débats, l'entreprise locale. Et je ne parle pas des entreprises du CAC 40, je parle des petites entreprises comme moi, où aujourd'hui je suis tout seul. Bon, le mois prochain on sera 2, donc voilà, mais on est vraiment dans des très petites structures. Et l'objectif, c'est vraiment de faire changer les choses à petite échelle, dans des petites structures, mais qui, elles, sont représentatives de la société, pas comme les entreprises du CAC 40, qui, elles, représentent qu'une toute petite partie, aussi bien au niveau de l'emploi qu'au niveau du chiffre d'affaires national, quoi. Voilà, donc pourquoi l'entreprise n'est pas au cœur des débats ? Il faut que j'arrête parce qu'on m'a demandé. Donc écoutez, continuez le débat entre vous. Ce sera une question ouverte alors. Question ouverte, mais vous nous ferez goûter vos pâtes ? Avec plaisir. Il y a un... Bon. Pour ceux que ça intéresse, il y a un projet Kickstarter qui est en cours, donc je vous invite à aller voir sur le site internet Kickstarter, et le projet s'appelle Insectes et vous. Voilà, merci.